Le ministre de l'Agriculture a annoncé cette semaine de l'aide, je dis spéciale, mais en tout cas particulière, entre autres pour la relève agricole. Mon premier réflexe, ça a été d'appeler le président de l'UPA du Haut-Richelieu pour lui dire « Pis, c'est-tu bon ça? » Parce que moi, j'ai lu le communiqué 2 fois, puis c'était pas tout à fait clair pour moi. Mais je sais que pour lui, c'était clair. Ce que je veux savoir, si c'est de la musique à ses oreilles ou si moi, je vais en avoir plein l'oreille quand il va sortir d'ici. Mais je l'ai invité quand même, c'est Christian Kaiser, président donc du syndicat UPA pour le Haut-Richelieu. Bonjour, M. Kaiser. Bonsoir, M. Lemieux. C'est-tu des bonnes nouvelles? Oui, c'est des bonnes nouvelles. C'est du côté du FIRA, ça va aider la relève. FIRA, c'est? C'est le Fonds d'investissement pour la relève agricole. OK. Et ça l'aide le transfert de fermes existantes à de la relève. Puis dans le fond, c'est la FIRA, elle l'achète, elle fait la location, en général, à la relève, et la revend plus tard, maximum 10 ans plus tard habituellement, à la relève. Donc, c'est un chemin vers le transfert pour faciliter, ou en tout cas, de ne pas rendre ça trop difficile pour la relève qui s'installe. Ça facilite, puis ça rend possible le transfert de plusieurs fermes. Puis il y a eu des améliorations dedans, comme avant, entre le temps que la FIRA achetait la terre et la revendait, la valeur, l'augmentation était complètement payée par la relève. Et dans le nouveau, dans ce qui a été présenté, il y a la moitié qui va être absorbée par la FIRA de l'augmentation. C'est déjà une grosse aide. J'ai vu le chiffre de 100 000 passer. 100 000, c'est-tu un bon chiffre, ça? Puis le 100 000, c'est pour l'autre programme. Ah, ben c'est ça, OK. C'est le programme qui va aider à de nouveaux entrepreneurs, quelqu'un qui ne vient pas du monde agricole ou qui n'est pas directement lié, qui n'a pas de part dans une entreprise, à partir d'une entreprise agricole. Ici, dans le Haut-Richelieu, la valeur des terres. 100 000, on n'ira pas loin que ça. Oui. Puis ça, c'est un 100 000 qui est sans garantie. Tu n'as pas besoin d'avoir de garantie avant. Ben, c'est ça de plus avant de commencer. C'est ça de plus. Ça l'aidera peut-être pas beaucoup le monde qui veut aller dans les cultures normales, dans le maïs, soya, des grandes terres. Tu vas pas loin avec 100 000. Mais dans le plan de développement de la zone agricole du Haut-Richelieu, puis ça, on a une rencontre avec la MRC en février, il y a une partie qui dit qu'on va identifier toute la zone verte qui n'est pas utilisée. Des terres qui sont peut-être un peu moins intéressantes pour l'agriculture du maïs, pour les producteurs laitiers. C'est peut-être des coins un peu plus, des terres un peu rocailleuses. Et ça, avec ce fonds-là, une fois avec le PDZA qu'on a identifié ces terres-là, ça va pouvoir aider à de nouveaux entrepreneurs à venir partir des cultures émergentes. Que ce soit des vignobles, des petits fruits, toutes sortes. Il y a beaucoup de petites cultures, puis le monde, ils veulent manger local. Fait qu'il y a des choses que... Bio, c'est peut-être pas des terres idéales pour le bio, mais bio peut-être dans certains légumes, certains des poulaillers, des petits poulaillers, ou faire des œufs, des cochons bio. Avec ce fonds-là, ce genre de projet-là va devenir possible. Puis c'est des terres que la valeur va peut-être être un peu moins grande parce que tu n'as pas la compétition des agriculteurs établis qui veulent cette terre-là. On va en parler du prix de nos terres tantôt parce que ça fait toujours l'objet de curiosité et en même temps d'incompréhension. Parce qu'on se dit que si vous avez des terres qui valent 5 millions, bâtard, vous devriez avoir de l'argent dans vos poches, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Mais restons sur ces deux annonces-là. Si je comprends bien, le ministre Lamontagne, vous n'avez pas besoin de l'encenser puis d'y baiser les pieds, mais à quelque part, c'est bienvenu, là. C'est très bienvenu, puis c'est un pas dans la bonne direction. Ce que la relève voudrait et qui faciliterait encore plus, c'est des prêts à capital patient. Avoir du capital patient, plus que le 100 000 un peu, qui aiderait encore plus à de la relève à rentrer puis à acheter des entreprises agricoles. Mais là, on n'a pas le choix de parler du prix des terres parce que chez nous, dans le Haut-Richelieu, je me fais répéter à chaque fois qu'il y en a question que c'est les terres les plus chères, qui ont le plus de valeur, en tout cas, potentielle. Pour la relève, c'est la pire nouvelle au monde, ça, là. Oui, pour pouvoir partir, pour de la relève, pour le transfert, les parents ils doivent faire un cadeau, une partie, mais pour de la relève qui n'ont pas de famille là-dedans, c'est presque impossible. Et ensuite, on rentre dans la fiscalité
foncière, agricole. C'était ma prochaine question, parce que vous avez eu deux bonnes nouvelles du ministre de l'Agriculture. Il avait déjà dit, on va passer une année de plus avec la même solution temporaire, on va appeler ça un diachylon, là, que les libéraux avaient fait l'année d'avant, en disant, inquiétez-vous pas, c'est la dernière année, pendant l'année qui reste, je vais trouver une solution à long terme. Mais vous avez eu une bonne nouvelle quand même, entre autres, pas partout, mais à Saint-Jean-sur-Richelieu, la municipalité, la ville, a quand même fait pas plus que sa part, mais en fait son bout de chemin pour vous aider quand même. Oui, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Sébastien, presque tous les municipalités, il y a Noyant, il y a Henryville aussi cette année, Sainte-Anne-de-Sabrevois, ils ont tous mis un taux varié pour l'agriculture. Ce qu'ils ont fait, ils ont à peu près éliminé le transfert fiscal. Fait que l'augmentation des terres, qu'est-ce qu'ils ont augmenté de plus que le résidentiel? Mais ils ont changé, ils ont mis un taux de taxe pour que les agriculteurs continuent de payer la même assiette fiscale, le même pourcentage de l'assiette des villages et des villes. Et le fait que le ministre de l'Agriculture ait dit on va prendre la même mesure que l'année passée pour essayer de vous aider, au final, c'est sûr que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, mais ça aide un petit peu au moins tout le monde, là. C'est un bon pont. En attendant, ça prend une réforme complète du gouvernement, mais il faut bien l'étudier. Il ne faut pas se lancer, faire une réforme paradis 2.0, ça ne l'amène à rien. Vous devriez faire de la politique, vous. Parce qu'effectivement, c'est la réponse. Ça ne donne rien d'arriver et de dire « Ah, je l'ai, ma solution, on va faire ça, ici, tiens, c'est compliqué, là. » Oui, parce que ça prend une réforme, puis ça touche beaucoup de personnes. Ça touche pas juste l'agriculture. Ça touche les industries, ça touche les... Il faut que ça l'abeille les municipalités, puis les agriculteurs, puis il faut que tout le monde paye sa juste part. C'est pas simple à... Non. Parce que ce dont on parle, si quelqu'un qui n'est pas producteur puis qui n'est pas familier avec les budgets municipaux puis tout ça, là, quand on se met à parler d'assiette fiscale puis de valeur des terres, eux autres, tout ce qu'ils savent, s'ils nous écoutent encore, parce que là, ils ne comprenaient plus, c'est que on dit que c'est les terres les plus chères, on a l'impression que vous êtes les producteurs les plus riches. Parce que vous avez des terres qui valent une fortune. Mais c'est sur papier. C'est sur papier, c'est ça. Il y a beaucoup de terres qui n'ont pas été transigées. Il y a des terres, il y a juste une petite partie des terres qui se transigent à tous les années. Et la valeur est basée sur ça quand ils font l'évaluation. Il y a des producteurs qui n'ont pas acheté de terre depuis 20 ans et leurs valeurs ont quadruplé, même 5 fois la valeur sans qu'ils aient acheté des terres. Fait que c'est une valeur sur papier qui ne se reflète pas sur le revenu des producteurs. Parce que le prix du maïs est encore pareil comme il était comme les années 80. L'efficacité a augmenté, les rendements ont augmenté. Mais c'est ça, les prix, la valeur a augmenté beaucoup parce qu'il y a une compétition, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se vend. Mais ça c'est-tu à cause de la spéculation? Y a-tu beaucoup de spéculation ici? Pourquoi ces valeurs-là montent? C'est parce qu'on est proche de Montréal, puis qu'à quelque part, même si c'est des terres agricoles, ils prennent de la valeur par défaut? Si on parle dans le Haut-Richelieu, vraiment juste le Haut-Richelieu parce qu'il y a des facteurs différents un peu partout. Puis en plus, si on se comprend, nous autres, on va toujours bien savoir ce qu'on veut quand le ministre va sortir sa réforme. Non? Puis dans le Haut-Richelieu, c'est plus une compétition entre producteurs quand il y a la terre du voisin qui vient à vendre. Mais sur le vieux gagné, c'est une petite partie de la terre que tu achètes de plus. Tu la payes avec ton revenu, c'est comme un placement un peu parce que tu rajoutes de la terre, puis tu la payes avec la terre que tu as déjà. C'est plus ça, il y a un petit peu de monde à l'extérieur de l'agricole qui ont acheté des terres, qui ont fait monter la valeur. Mais il y a beaucoup de compétition entre les producteurs ici qui... Donc, on n'a pas beaucoup de producteurs qui louent de propriétaires non producteurs. C'est pas un problème, ça. Là. Pas dans le Haut-Richelieu. Non, OK. Mais on s'entend qu'en général, même si c'est pas chez nous, s'il y a de la spéculation ailleurs sur les terres, bien, par défaut, c'est pas parce que les maisons montent à Vancouver que nous autres, puis à Toronto, que ça monte chez nous, mais il y a quand même un petit effet d'entraînement, là. Est-ce que nous autres, à cause de la spéculation qu'il y a ailleurs, on parle de gens de la finance qui investissent, puis on se fait dire aussi qu'il y a des Chinois là-dedans, il y a un paquet de monde, qui investissent dans les terres pour relouer aux propriétaires qui ont vendu,
ça entraîne une espèce d'augmentation sur papier toujours de la valeur, puis en réalité, tout ce que ça fait, c'est que ça nuit à tout le monde. Là. Ça a un effet. Une autre chose qui a un effet, c'est le règlement, le REA, qui fait en sorte qu'on n'ait pas le droit d'augmenter nos superficies cultivables. Ça, le préfet m'a conté ça. Oui. Puis, j'ai compris. Et puis, il m'a dit qu'il voulait monter une espèce de table de concertation pour qu'on puisse aller parler au bon monde. Parce que si j'ai bien compris, ce que ça veut dire, c'est que dans le carré que vous avez, même si vous faites de la place, vous organisez, vous n'avez pas le droit de cultiver plus sur la terre que vous avez déjà. Vous ne pouvez pas rentabiliser la terre à même la terre que vous avez. C'est ça. Le règlement il a été mis en place il y a quelques années, puis il avait sa raison. Et dans le fond, ça voulait un peu que le monde arrête de déboiser. Ouais. Puis ça voulait en même temps que les émissions de phosphore, que ça baisse. Là, les producteurs ont fait leur bout de chemin, ont changé leur manière de faire les cultures, ont fait nos bilans de phosphore. Et là, même si c'est pas du déboisement, si tu veux fermer une petite rigole, enlever une ligne d'arbre, enlever une ligne de branche, des fois il y a des lignes de roche dans des tas de roches, tu peux plus, ou une grange qui est plus utilisée, tu peux pas l'utiliser pour la cultiver, même si ça l'améliorerait l'environnement, même si ça l'améliorerait la manière que tu cultives, à cause d'un règlement qui est un peu dépassé. En tout cas, il n'y a plus sa place, c'est ça. Il voyait à courte vue le règlement. Il ne voyait pas comment l'avenir s'organiserait avec ça, parce que c'est pas du gros bon sens, c'est le contraire. Il a peut-être voulu arrêter une hémorragie. Oui, puis après, il n'a pas été adapté. Okay, parce que qu'est-ce qu'on rejette en phosphore, ça a beaucoup baissé, puis les agriculteurs ont vraiment amélioré leurs pratiques. Et là, c'est un règlement qui va être à revoir, parce que ça met de la pression aussi, parce qu'en dedans du carré, même si tu pourrais améliorer puis agrandir ton entreprise, dans le fond, par l'intérieur. De l'intérieur, tu peux pas. On ne peut pas le faire à cause de ce tu peux, mais tu ne peux pas règlement-là. produire plus. Fait que faut que tu te serves de ça pour faire d'autres choses. C'est un peu ridicule. En fait, c'est très ridicule. Et je vous promets qu'on va en reparler quand je vais aborder la question avec la table que le préfet est en train de monter. Il veut convaincre... Puis j'ai donné... en fait, on n'a pas parlé de ça en entrevue. Je m'en souviens maintenant, on parlait de ça en s'en allant. Et j'ai dit, on va faire mieux que ça, monsieur le préfet. On ne va pas juste aller les 3 députés, on va amener le ministre régional, ou en tout cas un représentant, puis le président du caucus, pour qu'eux autres aillent, parce qu'eux autres peuvent aller au cabinet direct, ils sont déjà au cabinet, mais pas le président du caucus, mais le ministre régional. Parce que si c'est une affaire de gros bon sens, là, on n'a pas besoin de faire une présentation de 4 heures pour dire, regarde, ça n'a pas d'allure, là, au bout du compte. Mais en tout cas, on va y revenir, si vous me donnez. Mais je veux quand même vous entendre sur le reste de ce qui vous préoccupe en ce moment, puis de ce qui vous occupe. Parce que il y a des choses qui font l'actualité et dont on parle. Puis, je le sais pour l'avoir fait longtemps, l'actualité, pour moi, mais de la suivre, puis la présenter. Des fois, les journalistes parlent d'affaires qui sont plus vraiment, pas intéressantes, mais qui sont plus vraiment dans le quotidien. Là. Comme là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler des producteurs laitiers, puis la protection par rapport au libre-échange qui a été renouvelé. Puis là, le premier ministre Legault et le premier ministre Trudeau se sont rencontrés, puis il a rentré ça dans sa liste de choses. Parce qu'il sait très bien qu'il y a plus de producteurs laitiers au Québec qu'il y en a ailleurs, puis il va être sûr que le premier ministre Trudeau s'assure qu'on ait la part de protection dont on a besoin, parce qu'ils ont promis qu'ils les compenseraient. Compensation pleine et entière. Sais-tu, nous autres, on n'en parle plus, là, sauf le premier ministre hier, mais nous autres, je veux dire, dans l'actualité, mais vous, est-ce que vous en savez plus? Est-ce que ça se travaille? Il y a 2 tables de travail en ce moment qui travaillent. Une, c'est pour les compensations pleine et entière. Pleine et entière tout de suite. Et l'autre, c'est pour le futur, où est-ce que l'industrie va aller. On espère que ça va aboutir à quelque chose. Puis on espère que le gouvernement du Québec va mettre sa pression pour qu'on soit bien compensé. L'autre chose qu'on demande au gouvernement provincial et fédéral, c'est qu'une fois ces produits-là vont rentrer, ça va prendre des lois, des règlements et de l'argent pour identifier les produits québécois et faire la promotion des produits québécois et canadiens par rapport aux autres produits, pour se distinguer des produits qui vont être importés. Mais ça m'a frappé. Il y a déjà eu une réaction pour ça.
Puis je fais pas de la publicité pour personne. De toute façon, au nombre de personnes qui écoutent, ça ne change rien. Là. Mais j'ai vu que Burger King, par exemple, avait fait un effort pour dire le fromage dans nos burgers, c'est du vrai fromage, puis il est canadien. On a déjà, ils ont comme sauté dans le train tout de suite. Là, l'idée, c'est qu'il ne faut pas juste que ça, pour profiter de la manne dans l'actualité, il faut que ça soit pour vrai, ça. Là. C'est ça, il faut que ça continue. Ouais. Ça va prendre un effort. Mais c'est le genre de choses que ça prend. C'est ça, ça prend un effort dans ce sens-là, dans Aliments du Québec, puis dans La Vache Bleue. Il faut faire la promotion vraiment parce qu'il y a le lait, mais il y a les autres produits aussi. Oui, qui sont impactés par ça aussi. Il y a toute la production végétale, puis de légumes, les productions en serre au Québec, qu'on peut développer, puis qu'on voudrait que les consommateurs mangent des produits faits au Québec, puis faits de la manière dans le respect de l'environnement comme qu'on le fait au Québec, au lieu d'importer des produits qu'on ne sait pas trop comment que ça a été produit. Vous mangez de la salade César récemment? Ouais? C'est ça. C'est... Le lait, chez nous, là, le Haut-Richelieu, là, on va être chauvin, on a le droit, le chauvinisme de bonne loi. Là. Le lait ici, c'est pas que c'est pas important, mais c'est pas ça qui est notre pain et notre beurre agricole. Là. Mais il y a c'est 160 producteurs laitiers. Dans le Haut-Richelieu. Fait qu'il y en a beaucoup. Puis dans mon comté, il y en a combien? De ce côté-ci du Richelieu jusqu'à Dans ton comté, il y en a un peu moins. Un petit peu moins. C'est pour ça que je l'entends moins parler. Oui, c'est ça. Parce que je trouvais que la réaction régionale à l'espèce de levée de bouclier avec le nouveau guide alimentaire, je trouvais qu'ici, ça avait moins porté qu'ailleurs. C'est sûr qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils font juste ça, du lait pis des bleuets, du bleuet pis du lait. Je niaise, là, mais c'est quand même l'importance relative des choses. Puis rendu ici, ben ça n'a pas les mêmes proportions, donc on le prend à cœur quand on est producteur laitier, mais on le sent moins dans la région. Mais ça, c'est le genre d'affaires, le guide alimentaire, sur lequel le gouvernement n'a pas de poignée. C'est un peu indépendant, des spécialistes, tout ça. Mais ça montre jusqu'à quel point on est fragile. C'est l'agriculture. C'est la façon qu'on a de... Tu sais, si on se mettait à parler de sécurité alimentaire, puis de souveraineté alimentaire, on pourrait en parler longtemps. Mais quand on a un guide alimentaire qui arrive et qui dit ben pas tant de besoin de viande puis de lait que ça, je connais un paquet de producteurs qui disent ben là, c'est parce que tu m'aides pas, là. C'est sûr que ça va pas aider parce que ça va changer la manière qu'ils vont nourrir les enfants puis qu'ils vont montrer aux enfants à manger dans les écoles. Ça va changer les bases d'armée, tout ce qui est institutionnel, les hôpitaux, ils vont changer la manière de nourrir le monde. Ça n'enlèvera pas la consommation de lait et de viande, mais ça va avoir un impact à long terme certain. Là, on n'a pas vu, c'est pas sorti le final. Non, tout ce qu'on a, c'est les intentions, là. Mais ça va impacter. Ça a l'air qu'on va manger de la légumineuse en masse, on doit peut-être en faire pousser plus. Mais puis c'est peut-être un peu dans la région, pourquoi on entend un peu moins parler, c'est que nos possibilités sont plus grandes à s'adapter puis à faire quelque chose d'autre. Mais c'est ça. On espère que le gouvernement il va y aller de manière... Votre gouvernement, M. Kaiser, on se vante pas, mais on se dit entre nous qu'il faut rester avec le gros bon sens. Vous avez parlé tantôt juste vite fait, mais je ressors des hôpitaux, puis des institutions, puis tout ça. Puis le consommer local. C'est le gros bon sens de consommer local. C'est ridicule de voir un système parapublic financé par le gouvernement commander des affaires d'ailleurs quand on n'encourage pas chez nous. Ça, on a-tu un peu, beaucoup ou énormément de chemin à faire encore? Il y a énormément de chemin à faire. À ce point-là. Même du côté produit Québec au Québec, mais entre les régions aussi. Les affaires, ils se promènent parce que c'est toutes certaines lois qui ont été mises en place pour avoir des appels d'offres font qu'à la fin, il y a des choses qui n'ont plus de sens. C'est québécois, mais ça vient de l'autre bout du Québec. Mais l'autre bout du Québec, puis la place à l'autre bout du Québec, l'hôpital à l'autre bout du Québec est fourni par la Montérégie, puis l'hôpital à Montérégie est fourni par la Gaspésie. Aïe, aïe, aïe. Il y a du chemin à faire. Ça, c'était dans une volonté d'aider tout un chacun, mais là, on a fini par se tirer dans le pied, c'est ça? Un peu. Un peu? Un peu, oui. Il faudrait que vous m'apportiez des exemples pour que j'aille là. Au lieu de juste le dire de même, leur dire...
ça vient de là, ça vient de là, ça n'a pas d'allure, le gros bon sens, il n'est pas là. Puis c'est ça. Je me trompe pas quand je parle de gros bon sens. Là. Si on suit le gros bon sens, on est pas mal dans la bonne direction, en tout cas. Là. Oui. OK. À part de ça, après ça, mais. hey, mon Dieu, il y a une liste. Vous avez encore du stock sur votre liste, là, vous, là? Mais après ça, il y a la demande qui a été faite. Saint-Jean-sur-Richelieu a adhéré à l'Alliance Ariane aussi pour une politique nationale de l'aménagement. Pour qu'on ait une politique puis que ça se tienne. Que ce ne soit pas la CPTAQ, que le ministre il passe par-dessus la CPTAQ, la Commission de la protection du territoire agricole. Ça, je l'ai appris vite, ça. Ouais. C'est pour qu'on ait une politique pour densifier dans les villes, protéger nos terres agricoles qui sont juste 2 % du territoire, protéger les milieux humides, protéger. Là, on dirait, tout le monde essaye de tirer la couverte un peu de son côté des fois. C'est la chasse au gaz à effet de serre, puis c'est la chasse au milieu humide. Tout le monde veut être celui qui va gagner, qui va le défendre. Là. C'est un peu ça la course. Un peu, puis il y en a d'autres, des promoteurs qui veulent encore aller manger dans la zone agricole. Encore. Puis pendant qu'on est là, la ville de Saint-Jean, c'est ça qui appuie que le développement se fasse en hauteur puis en densifiant au lieu de manger des terres agricoles, qu'on est très heureux. Il y a aussi... Attends un peu, passer à d'autres choses. Ariane, là, il n'y a rien de mal avec Ariane. De toute façon, l'UPA embrassait ça. Il y a un peu de monde qui embrassait Ariane. Mais on s'entend que ça s'appelle Ariane, que ça s'appelle ABC, là, à quelque part, l'idée, c'est il faut qu'on ait quelque chose de mieux coordonné. En fait, ça Ariane, prend un plan à long terme on va protéger nos terres, comment on va développer le milieu industriel, le milieu. Il faut penser au résidentiel. Comment on va faire pour densifier sans manger nos territoires agricoles en protégeant nos rivières, nos lacs. Dans le fond, c'est le développement durable des années 2020. Là. C'est un peu ça. Là. Parce que le développement durable, quand c'est arrivé, le monde nous disait que ça mange en hiver. Aujourd'hui, on en parle. Tout le monde comprend de quoi on parle. Fait que dans le fond, l'idée, c'est d'arriver avec un développement durable moderne selon les besoins des régions qui grandissent comme la nôtre par rapport à comment on va le faire, ce développement-là. Tu sais, quand même qu'on arrivait avec Ariane à Montréal en ce moment avec le Royalmont, là, ils ont assez de problèmes, ils n'ont pas besoin qu'on leur mette Ariane d'impact. Mais nous autres, on a encore du développement. Nous autres, je veux dire, la Montérégie, les grandes régions encore à développer. Ça prend un plan stratégique, intelligent, qui tienne compte de tout ça. Moi, j'appelle ça le développement durable des années 2020. Ariane, il appelle ça Ariane. Mais au bout du compte, on s'entend, il faut qu'on puisse savoir... faut plus qu'on développe sans penser à tous les impacts que ça a. Là. C'est fini. Exactement. C'est un peu je ne sais pas si vous avez vu, mais son prix de coup de cœur de l'UPA cette année a été à la mairesse de Montréal, la présidente de la CMM, parce qu'ils ont fait un peu ça. Ils ont dit pour les prochaines années, on va protéger les terres, on va développer dans la zone qu'on a déjà, on va densifier. C'est un peu ce qu'ils ont fait, protéger les boisés, protéger les terres agricoles, protéger tout en... On n'arrête pas de développer. Non, il ne faut pas. Parce que si on arrête de développer, on se tire dans le pied. Ce n'est plus du développement durable. C'est développer différemment. C'est ça. Ben, comme le développement durable l'était. C'est-à-dire que tu ne peux pas enlever plus que tu en mets. Quelque part, il faut qu'il y en aille pour tes enfants. Ça, c'était la philosophie du développement durable. Là, aujourd'hui, on va le développer, on va le décrire, on va l'articuler autrement, mais au bout du compte, c'est ce qu'on veut aussi, mais par rapport au territoire. Oui. Puis il faut que tout ça se tienne, que ce soit le ministère de l'Économie, le ministère de l'Environnement, il faut tout qu'ils aillent dans la même direction. Là, c'est ça, ça tirait un peu, un passait par-dessus l'autre. Je ne suis pas contre la vertu, puis en même temps, je suis d'accord avec les critiques, mais on n'est pas dans le développement sauvage non plus en termes de société. Là. Je ne veux pas de la municipalité, la MRC, le gouvernement, mais on n'est pas dans une société de développement sauvage. Mais c'est sûr, quand on voit des projets comme Royalmont à Montréal, on se dit, hey, s'il fallait qu'on ait quelque chose d'aussi, à notre mesure, à nous autres, d'aussi complexe que ça serait le fun d'avoir en anglais, ils disent un level playing field. C'est-à-dire que tout le monde part de la même place, puis tout le monde a son mot à dire. On s'entend. On peut devenir chum si on travaille fort, nous autres. Bon, vous aviez d'autres choses. Je vous ai arrêté. Mais là, rendu à 10 heures, moi, je vais me coucher. Là, OK? L'autre dossier, c'est un peu la reconnaissance
et la rémunération des bienfaits écologiques faits par l'agriculture. On a parlé tantôt, avant d'être en onde, du comité international mixte. Oui, oui, la commission mixte internationale pour l'étude sur les inondations de 2011, qui vont avoir un rapport en 2021. C'est ça. Là, mettons. Fait que pour ça, il y a un comité aussi pour la qualité de l'eau du lac Champlain. Les agriculteurs font déjà avec les bandes riveraines, en font une partie. ALUS, je ne sais pas si vous connaissez ALUS, mais avec ALUS, les producteurs sont rémunérés pour faire un peu plus que ce que la loi exige, pour aménager, pour améliorer la qualité de l'eau qui va dans la rivière après, qu'il y a plusieurs villes qui tirent l'eau dedans pour boire. C'est d'avoir cette reconnaissance-là encore plus grand. Parce que là, ALUS, c'est vraiment dans notre région, les fonds sont très limités, mais les agriculteurs, on est prêts à faire notre bout de chemin, à aider. Mais quand on prend un bout de la terre, qu'on disait tantôt qu'on n'est déjà pas capable d'agrandir, puis on prend un bout de terre qu'on n'est plus capable de cultiver après pour améliorer, pour le bienfait de toute la population, ça prend une reconnaissance et une certaine rémunération pour ça. Et parlant de ça, j'aimerais ça féliciter le maire de Saint-Jean et son équipe. Parce que c'est une ville, ils ont eu l'autorisation de faire un déversement dans la rivière. Oui, avec le pont, là, les travaux de construction sur le pont. Puis à la place, ils ont trouvé un moyen. Ils ont pris l'effort. Nous, les agriculteurs, si on déverserait nos fosses à fumier dans la rivière, mais les villes sont... Puis ça, c'est quelque chose que je pense que votre gouvernement devrait regarder. Je veux rien enlever au maire, mais son équipe de travaux publics a travaillé fort. Ils ont travaillé très fort. Il y a eu le leadership de l'Hôtel de Ville, tout ça, mais effectivement, c'est une affaire... On s'entend, il y a 10 ans, on n'aurait même pas parlé. Là. Puis il y a 20 ans, ils le faisaient sans nous le dire. Tu sais, je veux dire, pas eux autres, mais ça se faisait sans qu'on le sache. Fait effectivement, d'être capable de faire tous les travaux sur le pont sans avoir besoin de faire de déversement, le temps de déconnecter, reconnecter, bravo, là. Ça, c'est... D'ailleurs, à l'Hôtel de Ville, le conseil municipal, ils ont félicité tout le monde avec raison. Et on a de quoi être fiers. Vous avez tout à fait raison, là. Oui, puis c'est de quoi que les autres villes devraient... Oui. Il y a des moyens. Il y a des moyens. La chose facile à faire, c'est déverser. Oui. Mais il y a des moyens. On peut faire. Nous autres, en agriculture, ça fait des années qu'on est obligé de mettre des fosses pour... Puis il faut calculer pour 400 jours. Mais les villes devraient avoir une réserve à quelque part pour être capable d'éteindre le système 2-3 jours. Là. Ça n'a pas été construit de même. Regardez à Montréal, ça n'a pas été fait comme ça. Déversé, parce que c'était pas grave. Ils construisaient en disant, bon, ben, au pire, on rouvrira, ça ira dans le fleuve. Là, on a fait du chemin. Quand on pense à ça, là, quand ils ont construit ces usines-là, ces systèmes-là, il y en a qui remontent à très loin, mais moi, je fais juste regarder, comparer aux premières fois où j'ai fait des affaires sur l'environnement des années 80-90 au Québec. On est juste 30 ans plus tard. On a fait quand même du chemin, là. On a fait un grand bout de chemin. Les agriculteurs ont fait leur bout de chemin. Aussi. Et les villes aussi. Il y avait beaucoup, dans notre coin, il y avait beaucoup de chalets que ça allait direct dans la rivière. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais c'est ça, on est rendu en 2020. Je pense que les grandes villes aussi doivent doivent mettre leur argent. On paye les agriculteurs, ça nous coûte de quoi pour améliorer la qualité de l'environnement. Je pense que les citoyens, ensemble, les villes doivent faire leur bout de chemin aujourd'hui aussi. Là. Il va falloir qu'on se reparle, nous autres. Parce que ça va évoluer, tout ça, là. Dans 3 mois, dans 6 mois, on verra, mais je vous répète que pour ce qui est des problèmes comment vous l'appelez, pas être capable de faire plus dans le même carré, là, c'est comment ça s'appelle, ça? Oui, le REA. Bon. REA, là, prochaine fois qu'on se parle, c'est parce que je vais avoir fait un bout de chemin là-dessus, puis je vais vous ramener des nouvelles. C'est bon, ça? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey, bonne année! On est juste bonne 18 année. encore. Bonne année.